Il y a cette séquence où il y a une bombe qui est posée et qui fait exploser une maison, et où en fait DiCaprio rentre chez lui comme ça, et c'est filmé en caméra subjective, et on découvre d'abord son intérieur vide avant d'arriver en haut des marches de la cave, où il fait face à sa famille qui s'est réfugiée suite à l'explosion en face. Et là, il y a cette espèce en fait, de regard caméra de la part de Molly, et qui est vraiment le moment en fait, culminant de ça, puisque là, on nous regarde directement regard caméra, quoi, avec cette caméra subjective, c'est-à-dire ça y est, c'est le moment où il faut décider un peu. Là, c'est vous qui avez suivi ce personnage, c'est vous qui représentez un petit peu ce côté on excuse tout parce que c'est un bon américain, etc. Et là, c'est le moment un peu où il faut trancher, quoi. Mais c'est aussi, on excuse tout parce que c'est le personnage principal, Ouais, bien parce sûr. qu'il est naïf Yes, et qu'on est prêt à le suivre au début du film, quoi. Ça passe aussi par un autre élément de la banalité du mal, enfin en tout cas du rapprochement avec le génocide des nazis, qui est la répartition des tâches. Et le fait qu'en fait DiCaprio n'agisse littéralement jamais, sauf une ou deux fois, mais globalement il ne tue personne dans le film physiquement, enfin il ne tire pas de balle sur quelqu'un. Je crois que le détective privé il le tue. Non, c'est pas lui qui est. C'est lui qui se. Ah, si, il y a une séquence. Oui, c'est vrai qu'il vient lui matraquer la tronche. Il le fait probablement en hors champ à un moment ou un autre. Oui, c'est sûr. Mais je veux dire, il y a cette idée-là du personnage qui va, typiquement pour l'explosion, il est allé dire à quelqu'un fais-le, il ne l'a pas fait littéralement. Et du coup, il y a une forme même à ce niveau-là d'ambiguïté de notre rapprochement à ce personnage-là qui est. Mais je trouve que s'il fallait peut-être essayer de prendre du recul en mettant ces idées, ces plusieurs idées ensemble, à savoir l'idée de la banalité du mal, de la musique, de la marche presque funèbre comme ça, et de l'ambiguïté de ce personnage, on a presque envie de se dire que en fait tout ce qui se passe est commandé par une sorte de volonté de l'histoire. C'est un peu le discours catégorique, de principe logique, évident, de la dépossession. Et évidemment émis et prêché par De Niro, quoi. Cette idée-là que c'est la logique des choses, c'est l'ordre des choses, c'est l'ordre du monde. Notamment et cette idée de dire la richesse ne leur appartient pas parce qu'ils ne l'ont pas mérité, parce qu'ils n'ont pas travaillé pour l'obtenir. Oui, en tout cas, il va trouver tout ce qui est possible, tous les sophismes nécessaires pour faire croire à tout le monde que c'est l'ordre des choses et la course normale de l'univers, presque. C'est presque cosmologique comme idée. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'on est emporté dans cette histoire. DiCaprio est emporté dans cette histoire, et évidemment les Osage aussi sont emportés dans cette dynamique, mais que personne a vraiment véritablement choisi, mais qui est la dynamique générale de la mise à mort de ce qui doit être tué, quoi. Et ça rejoint évidemment le parallèle que tu fais avec non mais évidemment les sociétés autoritaires où cette idée-là, et jusqu'au comment un crime peut se produire, un crime global, et la déshumanisation. La destinée manifeste. Oui. Mais ce qui est en fait, c'est comme s'il montrait la destinée. La suite logique. Oui, exactement. Comment la destinée manifeste avait aussi un côté de destinée funeste, quoi. Où c'est à la fois une idée belle, mais en même temps une idée extrêmement dangereuse parce que tout est justifié. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que pour autant, il n'y a pas une idée de basculement d'un point parfait pour les Osage à un point totalement négatif. Typiquement, dès le début du film, en fait, le contrôle financier des Osage passe par des créanciers. Oui. C'est assez étonnant ça comme idée du fait que en fait on les voit dès le début plein de bijoux avec toutes les voitures du monde, on dit que c'est le peuple le plus riche du monde, etc. Mais on voit les personnages qui doivent quand même aller voir un vieux blanc qui a derrière lui une affiche de naissance d'une nation. Et c'est lui qui accepte ou non de leur donner de l'argent. Donc en fait, dès le départ, ils sont déjà emprisonnés. Dès l'idée même du fait de rentrer dans la mécanique capitaliste, c'était déjà fini. Mais c'est évident que c'est une sorte de grande pièce de théâtre, en fait, toute cette histoire. Avec De Niro qui en est l'acteur principal, quoi. En tout cas, le maître d'œuvre. Le monsieur loyal. Le monsieur loyal, non mais exactement. Il y a cette idée, évidemment, de cirque. Le loyal, malheureusement. C'est évident. Et même dans le personnage de Niro et de la manière dont il se joue lui-même, on a l'impression qu'il est tout le temps en représentation à faire comme s'il aimait tout le monde, comme s'il aimait cette société indienne. Et peut-être qu'il l'aime sincèrement d'une certaine partie, quoi. C'est difficile pour lui de savoir à quel moment les choses sont de l'ordre du jeu ou de l'ordre de la sincérité. C'est un personnage perdu dans son propre délire. Et je trouve qu'il y a vraiment cette idée, elle peut être filée, cette métaphore du théâtre, via cette idée de ce qui est dans la lumière et ce qui est dans les coulisses, quoi. De ce qui est montré et ce qui est à deviner, quoi. Mais c'est déjà quelque chose qu'on voit dès un peu genre Le Parrain, par exemple, de ce genre de film-là, avec l'idée de la scène, la lumière et ce qui est en train de se passer dans... et l'arrière-plan. C'est l'arrière-plan.
c'est la question mafieuse en fait. C'est la question mafieuse. Mais c'est presque, enfin, c'est pas, ça va pas de soi de se dire, parce qu'on dit, Scorsese fait des films de mafieux, mais c'est plutôt réussir à avoir vu cette histoire comme étant en fait une histoire de mafieux, sur un principe de mafia. Oui, complètement, mais il l'élargit. Bon, moi, une des grandes questions que je me pose après le film, c'est à quel point cette histoire, Scorsese, il la considère comme représentatrice de l'histoire américaine, à quel point il en fait en fait une exception ou une généralité, vu qu'à la fin, il intervient d'une certaine manière pour expliquer que c'est un crime, que c'est même une partie d'un génocide global, etc., d'un peuple Osage. À quel point, en fait, dans sa tête, il se raconte que c'est une sorte de métonymie du génocide indien. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est quand même une histoire particulière, et est-ce que... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'histoire du génocide indien, là, c'est la première fois qu'on a accès à une histoire comme ça d'Indiens riches. Ou en tout cas de natifs riches, de commencer vraiment sur cette idée-là que c'est les femmes natives couvertes de bijoux qui sont conduites par des blancs. C'est même au début du film, tu arrives devant cette image-là et tu te dis mais en fait j'ai jamais vu ça. Est-ce que comment ça a pu être réel et comment j'ai pu ne pas en être au courant? Et cette scène ensuite qui arrive plus tard, qui renverse tous les clichés, ou justement celle que tu évoquais tout à l'heure sur les bandits de nuit qui vont voler les gens, et en fait ces bandits là c'est les blancs qui volent aux Indiens quoi. C'est une image qu'on n'a jamais vue avant, et je pense que c'est peut-être l'erreur du film, l'histoire de mafia. Je pense que c'est assez juste par rapport à tout ce qu'on disait sur cette idée de un petit peu de coulisses et de lumière quoi. C'est quelque chose de très mafieux. Enfin, je veux dire, le De Niro de Killers est pas si éloigné du De Niro de Casino quoi finalement. Mais tu vois, une des questions qui fait que j'ai du mal à imaginer que cette histoire puisse être considérée comme une sorte de métaphore de l'histoire de l'Amérique, c'est que De Niro, il est quand même arrêté par le FBI. Enfin, qu'il y a cette intervention de l'État américain qui va considérer dès la fin du film, en fait, que ce sont des criminels et qui doivent être jugés, quoi. Et donc, c'est un peu cette ambiguïté-là et cette question qui fait qu'on se demande, mais où est-ce que le film se situe? Et peut-être que c'est ça dont on... Je sais pas qui met ce message, mais dont on pourrait aussi parler ou remettre en cause l'idée que la mafia, c'est quand même un cercle fermé. Et dans l'idée scorsésienne, du coup, on laisse sous-entendre que c'est pas le monde qui a produit ces horreurs, c'est une sorte de situation sociale précise, quoi. Moi, ce que ça raconte, cette histoire, c'est une sorte de réflexe exterminateur typique de l'histoire de l'Amérique, mais plutôt jusqu'au 19e siècle, qui va trop loin, en fait. Une sorte de Niro qui serait porteur encore et encore de cette idée-là, à un moment où la société change. Et un moment où en fait les Américains peuvent montrer patte blanche vu qu'ils ont à peu près exterminé tous les Indiens, et où du coup il n'y a plus besoin en fait d'avoir cette politique là, et que maintenant évidemment que Washington peut se montrer tolérant, etc., et engraisser les Osage et les mettre dans des bonnes conditions, etc., parce que il n'y a plus besoin de cette extermination. Donc c'est comme si De Niro reproduisait la société américaine de l'époque, mais dans une société minuscule, comme s'il arrivait trop tard, en fait. Il y a une sorte, quand même, parce qu'on parlait de situation de génocide tardif, ou de situation coloniale tardif, de crime tardif. Je trouve que cette idée, elle est vraiment présente dans le film, où c'est tard, quoi. Déjà, on arrive à la fin du western, à un moment où on se dit que ces questions-là sont réglées, et en fait, elles vont être remises sur la table, mais de manière secrète, de manière cachée. Il y a presque l'idée que la conquête du territoire, l'utilisation du territoire, elle a été faite, que c'est ça qui représente pour eux une forme d'injustice. Il y a ces plans au début où DiCaprio arrive, découvre un territoire immense avec plein de puits de pétrole, de Derrick qui font... Et il pose la question à son chauffeur qui est indien, mais à qui ça appartient, et le chauffeur répond c'est à moi, c'est mes terres. Et cette idée un peu de dire mais attendez, c'est à quel moment de la conquête de l'Ouest on a pu manquer un bout de l'Ouest, quoi. Il y a une sorte de truc mais moi c'est ce que je me raconte de ce qui se passe encore dans la tête de Niro, et du coup dans le cerveau de cette ville, quoi, parce que cette ville est constamment en train de penser et d'agir presque de manière un peu fantasmagorique, quoi. Il y a d'ailleurs la scène de la punition franc-maçon qui est presque de l'ordre d'un truc. Oui, là c'est Ari Aster, je peux voir un peu Ari Aster dans cette scène, Non, mais c'est évident qu'il y a quelque chose comme ça de très mortifère, spirituel, qui se passe dans le fond.
Et après, pour revenir sur ce que tu disais dans le chat sur le fait de dédouaner le gouvernement américain, après, dans le film, la question est quand même soulevée de savoir s'ils interviennent parce que les Osage sont montés à Washington ou parce que des Blancs ont fini par être tués aussi dans l'affaire. Et même si les Indiens sont montés à Washington, c'est parce qu'ils les ont payés. Parce qu'ils ont donné $20,000. Ah oui, en plus, ils ont payé $20,000 au gouvernement pour qu'ils finissent par enquêter sur ces meurtres. Et même en plus, à la fin, on apprend que même De Niro, qui a été emprisonné à vie, finalement ressort quelques années plus tard pour bonne conduite et finalement finit par mourir après Molly. En plus, si on connaît un petit peu l'histoire américaine, on sait que c'est donc à ce moment-là les débuts de J. Edgar Hoover à la tête du FBI et qu'il y a aussi une envie de sa part à lui, un peu carriériste, de faire ses preuves, de montrer qu'il a pu boucler des crimes qui duraient depuis longtemps, etc. Comme il s'attaquera ensuite, ou en parallèle d'ailleurs, chronologiquement je pense, au grand nom du banditisme des années 30. Belle coïncidence d'ailleurs de voir DiCaprio parler de Hoover alors qu'il l'incarne lui-même dans J. Edgar de Clint Eastwood. Film formidable d'ailleurs, que je vous recommande.